Merci beaucoup de cette présentation et de votre invitation. Je vais faire quelque chose d'extrêmement prétentieux. Je vais me rajouter un titre, euh, non pas, pour- non pas pour une quelconque forme de revendication, et parce que ça pourrait avoir une importance pour la suite de mes propos. Il s'avère que mes premières amours furent pour les sciences dures, et après avoir fait une classe préparatoire en mathématiques, j'ai fait une école d'ingénieur en géotechnique et génie civil. Et mon DEA n'a pas été fait enfin, j'ai pas fait mon DEA en histoire de l'art, je l'ai fait en géomécanique, sur la résistance des matériaux, ouais, en particulier des pierres. Je vous dis cela parce que je serai amené à la fin de cette présentation à parler un petit peu de questions purement techniques. C'est la raison pour laquelle j'ajoute cela. Alors, comme Mme Pomereux le disait, je suis président de l'association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris. Et je suis spécialiste d'architecture gothique. Or, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet donc, qui, vous allez voir, n'est pas vraiment dans ma spécialité. J'espère que vous m'en excuserez, puisque nous allons plutôt nous intéresser à une période qui est antérieure à l'époque gothique. Seulement, les quelques années maintenant que j'ai consacrées à l'étude de l'architecture gothique m'ont prouvé qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil et que l'on ne comprend pas un bâtiment, on ne comprend pas un site si on n'arrive pas à en retracer intégralement l'histoire. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Euh, on imagine, on imagine peu, on n'imagine pas dans une époque de grand machinisme à quel point les formes d'un présent donné sont influencées par leur passé. Elles le sont parce que dans un monde comment dire, qui est marqué par le manque de largesse, parfois par les difficultés pécuniaires, eh bien, l'économie est un principe, l'économie dans le matériau. Dans un monde également où intellectuellement, et c'est le cas de l'époque médiévale, le passé a une valeur suprême, les choses, les choses sont légitimes, les choses sont prestigieuses parce qu'elles sont de toute antiquité. Et la toute antiquité, généralement, ça correspond en fait à la mémoire d'homme. Eh bien, on ne fait évidemment pas du passé table rase. Ensuite et enfin, et là-dessus, c'est l'une des grandes leçons que j'ai retenues un des anciens éminents membres de l'école des Chartes, ancien élève et professeur, qui fut aussi le mien à l'école du Louvre, qui s'appelait Alain Erland Brandebourg, qui insistait, qui avait une passion pour Notre-Dame de Paris, et qui insistait tout le temps sur la question de la continuité du culte. La continuité du culte, eh bien, qu'est-ce dans un édifice qui a une vocation religieuse, qui accueille une communauté qui célèbre les heures, qui a tout un ordinaire qu'elle respecte chaque année. Vous ne pouvez pas raser un édifice en disant fermé pour 100 ans. Nous reviendrons célébrer dans la cathédrale lorsque les travaux de la nouvelle seront terminés. Et donc, il faut bien comprendre que un chantier médiéval gothique est, toute chose étant égale par ailleurs, un petit peu l'équivalent d'un chantier d'hôpital aujourd'hui, avec une peut-être ambition architecturale un peu différente. Mais je vais préciser dans quelle mesure ces deux types de chantiers sont comparables. Eh bien, dans un hôpital, à l'heure actuelle, souvent, il faut réussir à maintenir l'hôpital en fonctionnement, tandis qu'on doit le restaurer, le reconstruire. Et donc, cela entraîne une marge des travaux, parfois complexe, qui ne peut se comprendre que lorsque on a les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle le chantier a été réalisé. Et donc, ceci étant posé, dans un espace contraint comme est celui de l'île de la Cité, on ne peut vraiment comprendre un projet architectural des XIIe et XIIIe siècles que si d'une part on sait ce qui l'a précédé, et d'autre part, si l'on comprend le cadre géologique, le cadre topographique et urbain dans lequel il s'insère. Et pour tout cela, eh bien, il faut creuser.
au sens propre comme au sens figuré. Et c'est bien ce à quoi je vous invite à travers cette conférence. Alors, les connaissances archéologiques que nous avons de Notre-Dame sont assez disparates, assez éparses. Elles ont été agglomérées durant 2 siècles. Elles sont de nature très différente. Parfois, elles relèvent de la découverte fortuite. Parfois, elles relèvent de la documentation de travaux. Et parfois également de fouilles. Nous avons la chance que Notre-Dame de Paris se trouve à Paris et que les universités depuis le XIIIe siècle aussi, et que donc l'édifice a fait l'objet d'une attention tout à fait particulière et tout à fait soutenue. Si bien que ce matériau qui est d'un emploi difficile a été travaillé, retravaillé par les meilleurs historiens de l'école des Chartes notamment, en dernier lieu Josiane Barbier, mais également par les archéologues, en particulier les archéologues de la commission du Vieux-Paris, les conservateurs du musée Carnavalet. Et c'est ainsi que désormais, grâce à ce travail long, patient et même parfois presque opiniâtre, eh bien, on arrive un peu à comprendre quelque chose à ces ensembles, à ces éclairages un petit peu, je vous le disais, éparses. Concernant la question du passé de l'île de la Cité, avant les 12e, 13e siècles, même, disons-le, en jambon, pour nous consacrer à toute l'époque médiévale. Alors, avant de vous présenter l'ensemble des plans qu'ils ont réussi à dresser, et, je le regrette, vous allez voir que notre matière risque d'être un petit peu aride. C'est-à-dire qu'on va voir beaucoup de plans, un petit peu de murs, c'est la réalité des vestiges conservés. Je vais quand même vous présenter un petit peu dans l'ordre la chronologie de ces découvertes. Alors les plus anciennes découvertes qui ont été faites à Notre-Dame de Paris, les découvertes archéologiques, l'ont été de manière fortuite. Les premières en date eh bien, se situent au XVIIe siècle, en 1624 notamment. On sait que pour la construction de la fontaine du Parvis, que vous voyez représentée sur le Parvis Notre-Dame de Paris, ici, eh bien, des colonnes de marbre des Pyrénées ont été trouvées. On le sait parce que le chapitre propose de les vendre. D'autres sont encore collectées et elles servent pour l'appartement de la reine au Louvre. Alors il s'avère qu'au cours du temps, d'autres colonnes vont être retrouvées. C'est la strate la plus ancienne de notre histoire. Autre découverte fortuite, en 1711, alors que l'on creuse dans le cœur des chanoines un caveau pour recevoir la dépouille des archevêques, les évêques, alors depuis 1204, sont inhumés dans le cœur de la cathédrale. Eh bien, l'on découvre une maçonnerie dans laquelle sont pris en remploi un certain nombre de blocs que vous connaissez bien, puisqu'ils sont exposés au musée du Moyen-Âge Tcherno-Phoenix, peut-être la plus belle découverte qu'on ait pu faire à Paris, qui est le pilier des Nautes, monument offert par les bateliers parisiens, que par une inscription, on peut situer l'offrande entre 14 et 37, sous le règne de Tibère. Le mur auquel appartenait, dans lequel étaient réemployés ces blocs, malheureusement, est mal connu. On pense désormais qu'il devait s'agir des vestiges d'un bâtiment civil ou militaire. En tout cas, il témoigne d'ores et déjà, certainement de 2 phases. Une phase d'usage au Haut Empire, et puis certainement une phase de réutilisation, donc de modification au Bas Empire. Évidemment, s'engager sur une date pour une structure qui a disparu semble un petit peu illusoire.
troisième découverte fortuite en 1858, alors c'est peut-être la plus frustrante de toutes, parce que c'est celle qui est la moins documentée, et en plus le personnage qui a fait ces découvertes est bah, parfois peut être soumise à caution. En 1858, lors de la grande réfection de Notre-Dame de Paris, Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc dit avoir découvert dans la deuxième travée du chœur une abside. Alors, cette abside, malheureusement, je n'en connais pas de document graphique la représentant. Tous les archéologues qui se sont penchés sur ce dossier sont bien embêtés pour déterminer la nature, même la réalité de cette abside. Alors, on a voulu y voir, évidemment, une abside, on a voulu y voir un élément de l'ancienne cathédrale, possiblement. La dernière hypothèse, à mon avis, qui a été formulée est celle de Thierry Crépin-Leblond, que vous connaissez bien, évidemment, qui a proposé qu'il puisse s'agir du palais épiscopal qui a précédé celui de Maurice de Sully, hein, grand palais épiscopal qui, lui, pour le coup, même s'il a disparu, est bien connu, et qui marquait le flanc sud de l'édifice depuis les années 1970 jusqu'à sa destruction par les émeutiers en 1831. Donc, Thierry Crépin-Leblond a émis l'hypothèse dans un très bel ouvrage coordonné par l'Action artistique de la ville de Paris qu'il ait pu s'agir de l'abside de ce palais épiscopal. Cette découverte, du moins cette mention, mériterait d'être vérifiée parce que on sait que Viollet-le-Duc a tendance, disons-le, à trouver les réalités qu'il cherche et à parfois s'accommoder de la vérité. C'est ainsi qu'à Amiens, je fais ma thèse en Picardie, à Amiens, pour pouvoir restaurer les balustrades des façades comme il le souhaitait, il a déclaré que celles qui étaient en place étaient des mauvaises restaurations du XVIIIe siècle, tandis qu'à une trentaine de mètres de là, cinquantaine, la cathédrale d'Amiens est grande, il y avait des peintures sur les clôtures de chœur qui représentaient au début du XVIe siècle la cathédrale avec les dites balustrades. Et son pouvoir de conviction, la force de la certitude, a réussi à remporter l'adhésion. On peut dire la même chose à la cathédrale de Laon, où Viollet-le-Duc, enfin pas Viollet-le-Duc, mais Geoffroy de Chaume, son sculpteur, trouvait que les sculptures au portail, enfin les sculptures déposées n'étaient pas de leur goût, et donc ils ont déclaré qu'elles ne venaient pas de la cathédrale, alors que de mémoire d'homme, on les avait vues au portail. Bon. Donc, méfiance. Un de mes amis spécialistes de Viollet-le-Duc ajoute souvent, c'est normal, il est médiéval. Comme il est pétri de l'esprit des grands architectes, de celui qui insuffle les temps, et comme il lui-même reconstruit des cathédrales comme ses illustres prédécesseurs l'ont fait, il les comprend. Tout comme il les comprend, ça suffit comme preuve. Bon. C'est embêtant. Nous disposons d'un matériau plus fiable, celui qui nous a laissé, on va dire, le premier véritable archéologue parisien, Théodore Wacker, qui a surveillé des travaux, la construction d'égouts. En 1845-1847, vous voyez, à l'ouest de la façade, sur l'actuel parvis. Durant ces travaux, ont été mis au jour des morceaux d'un rempart, ainsi qu'une grande basilique et un mobilier tout à fait intéressant. Des colonnes que je ne vous ai pas encore montrées, mais que vous avez déjà vues, puisqu'elles sont, pour certaines, conservées dans le frigidarium du musée de Cluny. Et devant la qualité des découvertes réalisées, eh bien, le préfet Rambuteau décide d'élargir la zone d'investigation. Et c'est ainsi que sont mis au jour une basilique, c'est celle que vous voyez en vert sur l'écran, qui est également découvert une église bien connue par les sources qui se situait
au nord de la façade, l'église Saint-Christophe, hein, documentée depuis le 7e siècle, et puis des terres. On trouve des mosaïques, on trouve des chapiteaux, on trouve des colonnes. Bref, ce sont des découvertes remarquables. Alors malheureusement, à chaque époque, c'est pratique. Évidemment, la fouille, c'est pas fait de manière stratigraphique. L'intérêt porté en archéologie à ce qu'on appelle la stratigraphie, finalement, relativement récent. L'archéologie médiévale en tant que telle, en fait, c'est une science jeune qui a à peine une quarantaine d'années. Alors ça, là, ah, c'est Saint-Christophe. Oui, oui, oui. Non, non, non. Tout a été dégagé entre le milieu du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle. Au sud. En bas, oui, excusez. En bas, oui. Oui, oui, j'aurais dû commencer peut-être par un plan général. Non, c'est la façade actuelle de Notre-Dame. Mais. Bah, actuelle. La façade début 13e, oui. Oui, 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 qui est la façade occidentale. Oui, excusez-moi. Oui, oui. Mais. Non, je vous prie de m'excuser, c'est vrai que. Alors, à mon corps défendant, j'utilise des documents excellents produits par Didier Busson, Josiane Barbier et Véronique Soulet, et la flèche du Nord, qui est en haut à droite. Voilà. Bon. Faut avouer à moitié pardonné. Non, il est juste. Non, non. Il est juste derrière. Alors, l'hôtel Dieu avant était côté sud. Il a été, après avoir brûlé, il a été remplacé par l'hôpital des Enfants Trouvés. Et tout a été dégagé à la fin des années 1860. Et aujourd'hui, oui, il se situe légèrement au nord de l'ancienne église Saint-Christophe. Voilà. Ça va? Donc voilà, on découvre, enfin les découvertes sont, comment dire, sont relativement remarquables. Le rempart du Bas-Empire et une basilique. Alors les découvertes continuent. En 1898 est créée la commission du Vieux-Paris. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a des travaux, eh bien, l'on découvre certaines des anciennes églises. En 1894, à l'angle du bras nord du transept, on découvre une église de 22 mètres de long sur 9 mètres de large. Et l'intérêt, c'est que comme les murs sont pris sous le bras nord du transept, qui par ailleurs est parfaitement connu dans sa construction, ou presque, hein, la construction est de la fin des années 1250, et bien ça vient sceller la destruction de l'église. Bon. En 1907, on réalise des travaux d'égout sur le parvis, légèrement plus à l'est que les travaux de Vacker. En 1914, on crée un refuge au milieu du parvis. Il faut ajouter à cela les travaux du métro parisien. Et à chaque fois, ces éléments ces travaux font l'objet d'un suivi archéologique, à chaque fois par différentes mains, avec des méthodes qui, alors ne sont pas normalisées. Hein. Donc, ça vous laisse imaginer un petit peu la qualité de documentation qu'ont dû utiliser les archéologues de la ville de Paris. Alors voilà un exemple de ce que l'on trouve quand même durant les fouilles de Vacker, par exemple, ces mosaïques, puis on verra après les colonnes. Alors la véritable fouille du parvis débute en 1965. Il y a un projet de création d'un parking devant Notre-Dame, et sous l'assistance de Michel Fleury, de la commission du Vieux-Paris, eh bien, de grandes fouilles sont lancées. Elles se tiennent de 1965 à 1972. Vous voyez là la zone de fouille, et elles mettent au jour un axe que vous voyez très lisiblement, axe qui est extrêmement important, qui s'appelait à l'époque médiévale la rue Neuve Notre-Dame, dont la réalisation est l'œuvre de l'évêque Maurice de Sully, celui qui a lancé la construction de la cathédrale gothique. La réalisation de cette rue, la plus large de l'époque médiévale, 9 mètres, a été une véritable prouesse administrative et diplomatique.
car vous savez qu'il n'y a pas plus procédurier et libéral que l'époque médiévale. Et donc, lorsque vous souhaitez libérer un terrain qui est densément occupé de 9 mètres de large sur plusieurs dizaines de mètres de long pour créer une rue qui allait, si vous voulez, de l'ancien cardo antique à ce qui devait être la façade et le parvis, eh bien, vous avez des dizaines de propriétaires avec qui il faut négocier. Alors, les archives étant magnifiquement conservées, mémoire, c'est le père Jean Longère qui a étudié tout cela. Des tractations de terrain qui prennent des années et des années pour réussir à dégager ce pauvre axe. C'est cet axe que vous découvrez lorsque vous visitez la crypte archéologique de Notre-Dame. Vous le voyez sur cette gravure qui représente l'entrée d'Henri IV à Notre-Dame en 1594. Là voilà, la rue Neuve Notre-Dame, axe extraordinaire qui menait donc depuis le cardo antique, rue Saint-Jacques au sud, rue de la Cité, sur l'île de la Cité, rue de Saint-Martin au nord, et qui offrait un véritable face-à-face entre celui qui cheminait vers Notre-Dame et le Christ au trumeau. Au trumeau du portail. D'accord ? Avec une façade, imaginez des bâtiments qui étaient relativement serrés, à 9 mètres, c'est large pour le Paris de la deuxième moitié du XIIe siècle, mais comment dire, les bâtiments venaient complètement boucher la perspective, avec une façade qui se dévoilait progressivement et qui certainement, eh bien, était au centre d'une véritable scénographie. D'accord ? Ça, c'est une notion, à mon avis, importante. C'était la grande idée d'Erling Haaland Brandebourg que derrière le projet de Notre-Dame, il n'y avait pas seulement la construction d'un nouvel édifice, il y avait en fait une pensée urbanistique complexe et méthodique. Et cette rue Neuve en était la parfaite expression. Alors voici ces fouilles qui ont donné lieu après à la création de la crypte archéologique, à son époque la plus vaste zone de fouilles en Europe. Donc c'était un projet extrêmement ambitieux. La construction de la structure à la fin des années 70 n'a pas marqué la fin des fouilles. Celles-ci ont continué entre 1974 et 1988. Des parties d'ailleurs souvent invisibles, toutes celles qui concernent les découvertes de l'âge du fer. Et puis, d'ailleurs, pour les exigences de présentation au public et de conservation, des fouilles sont encore menées sous la direction des conservateurs du musée Carnavalet dans la crypte archéologique. C'est certainement la zone la mieux connue, la plus intéressante. Alors, on y a trouvé énormément de choses. On y a trouvé les quais du Haut-Empire, donc on peut dire le port, si vous voulez. On a trouvé le rempart du Bas-Empire. Et on a trouvé la succession des bâtiments marquant cette rue Neuve dans une stratigraphie qui est extrêmement complexe, mais que la réflexion muséographique menée à la crypte archéologique depuis maintenant une quarantaine d'années rend de plus en plus compréhensible. Et l'usage du numérique en particulier, de restitution assez extraordinaire de Jean-Claude Golvin, rendent les lieux de plus en plus attractifs et compréhensibles. J'ai bien attractif et compréhensible parce que, pour juste une anecdote, j'ai fait visiter cette crypte plusieurs fois à mes étudiants et l'une d'entre elles m'a dit un jour, mais monsieur, pourquoi les Romains mettaient des sortes de tuyaux en forme d'ovale sur les quais? C'est pas les quais, c'est l'égout. Voilà. L'égout du début du XXe siècle. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément évident quand on voit un site archéologique figé de comprendre que quelque chose qui est au-dessus d'un autre n'a pas forcément coexisté à la même période, et que donc faut faire preuve souvent de beaucoup d'imagination pour comprendre ces chantiers d'archéologie urbaine. Lors d'une excellente exposition réalisée à la crypte archéologique de Notre-Dame de Paris, un plan synthétique a été produit pour que vous puissiez bien comprendre les différentes phases de découverte. Alors, en vert, tout ce qui relève des découvertes à l'époque de Théodore Wacker.
D'accord. Donc, juste devant la façade de la cathédrale, c'est la basilique, un bout de rempart et l'église Saint-Christophe. Toute la rue Neuve en Bordeaux, et puis vous voyez à l'ouest des prolongements qui sont à l'heure actuelle inclus également dans la crypte archéologique, puisque lorsqu'on a finalement creusé le parking, eh bien, on a fait de nouvelles découvertes, ce qui a amené un agrandissement de la crypte vis-à-vis de son projet initial. Alors, les fouilles ne se sont pas arrêtées là. La création d'un système de chauffage au tout début des années 80 a donné lieu à la commission des surveillances de travaux de la part de la commission du Vieux Paris. Alors, ces travaux ont été très partiels puisqu'ils se sont contentés, on rentre enfin dans la cathédrale, me direz-vous, non, on y retourne, puisqu'ils se sont limités à la zone escavée pour créer le système de chauffage. Vous voyez, ça correspond à toutes les maçonneries grises, c'est-à-dire peu ou prou des parties du vaisseau central contre les piliers de celui-ci, puis une incursion dans les bas-côtés, dans le bas-côté interne, et enfin dans le bras nord du transept, mais vraiment de manière très sporadique. Ça relève presque de ce qu'on appelle en archéologie des sondages. Ces sondages sont souvent très difficiles à comprendre parce que si vous voulez, ils correspondent à une sorte de lunette, une sorte d'ouverture qui est faite qui ne respecte pas forcément la logique de fouille, mais la logique de destruction potentielle de vestiges. Alors, sans grande surprise, ces fouilles ont révélé l'extrême potentiel du lieu. Pensez-vous, un terrain qui est couvert, clos, avec comme seule modification des changements de dallage et des inhumations, et ça depuis 800 ans, voilà quelque chose qui permet de sceller un terrain archéologique dans un état absolument extraordinaire. Alors, parmi les découvertes remarquables, mais qui pour l'instant ne sont absolument pas expliquées, du fait même de l'étroitesse de la zone de fouille, il y a dans le premier carré rouge que je vous ai mis là, M10, une maçonnerie assez épaisse, très ponctuelle, qui a été trouvée, et que l'on a pensé être, mais cela mériterait d'être évidemment vérifié, un morceau de la cathédrale romane, du moins la cathédrale qui a directement précédé celle que nous connaissons aujourd'hui. Durant ces fouilles, eh bien, on a mis au jour sous les piliers des remplois tout à fait étonnants, puisque vous voyez ici diverses bases dont les formes sont assez bien datables du milieu du XIIe siècle. Donc voici des remplois dans la nef de Notre-Dame du milieu du XIIe siècle, c'est-à-dire du tout neuf à l'échelle d'une cathédrale. Très jeune, oui, tout à fait. Cette cathédrale romane, c'est pour elle qu'a été fait le portail Sainte-Anne dont nous possédons un morceau, le trumeau, au musée du Moyen-Âge. Vous voyez qu'il a été réutilisé dans la façade du début du XIIIe siècle. Toujours est-il que, comme le disaient les textes, cet édifice, qu'on appellera roman par commodité, parce qu'on ne connaît absolument pas sa configuration, avait été agrandi au milieu du XIIe siècle, et il a été détruit et réutilisé pour la construction de la nef. D'accord ? Au début du XIIIe siècle. Donc il ne devait pas être touché de vétusté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est important, ce qui signifie que la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris n'était pas le résultat d'une nécessité, mais d'une volonté certainement puissante. Et lorsque une communauté canoniale, si c'est elle qui a financé, a payé des sommes importantes pour construire un édifice, il faut certainement avoir un projet suffisamment valable et une force de conviction pour leur dire qu'on va le mettre par terre. Bon.
Durant cette période, ça se fait beaucoup. Hein. La cathédrale de Reims, par exemple, le chevet des années 1150-1160 a été détruit pour être construit au début du XIIIe siècle. On peut aussi arguer de l'exemple de la basilique de Vézelay, hein, dont le chevet du début du XIIe siècle a été reconstruit à la fin du XIIe. Donc, c'est pas quelque chose de... Alors, généralement, il y a opinément un incendie qui survient, qui aide souvent... Alors, à Canterbury, par exemple, c'est 1173, on canonise Thomas Becket, et 1174, la tristesse tombe depuis le ciel et tout brûle. Tout presque. Il faut tout reconstruire. Bon. Hein, à Chartres aussi, en 1194, tout brûle sauf la relique de la Vierge. Oh. Heureux hasard. Bon. Et donc le chantier est relancé. Les dernières découvertes en date relative au sous-sol de Notre-Dame, eh bien, ont moins d'un an. Elles sont le résultat d'un travail mené par l'INRAP et par son responsable d'opération, Guillaume Hulin, qui a mené des vastes investigations géoradar dans la cathédrale. Et géoradar, et pas uniquement. Il a utilisé toutes les méthodes possibles, ou presque, et adaptées de prospection géomagnétique et géophysique. Et c'est ainsi qu'il a pu confirmer un certain nombre des intuitions du moins appuyer plutôt un certain nombre d'hypothèses qui avaient été formulées au début des années 80 à la suite de ces fouilles très partielles. Notamment l'intérêt de la structure découverte dans le bas-côté nord et la possibilité que le mur antique du bas-empire du IVe siècle eh bien, se prolonge entre les bas-côtés. Et ça, j'y reviendrai plusieurs fois parce que c'est une question absolument essentielle. Guillaume Hulin a réalisé un plan synthétique de l'ensemble des fouilles qui ont été réalisées à Notre-Dame de Paris. Et vous le constatez, la partie occidentale a été l'objet de nombreuses investigations. La cathédrale elle-même, qui est peut-être la zone la plus intéressante, la plus compréhensible finalement, parce que la moins modifiée, elle, il n'y a quasiment rien eu. D'accord ? C'est un sol qui est presque vierge. Il faut bien le mesurer. Alors, presque vierge, mais des données ont été irrémédiablement perdues au XVIIIe siècle. D'abord à l'est par la réalisation du caveau des archevêques, et au milieu du XVIIIe siècle par ce qu'on appelle la cave Soufflot. Donc il faut certainement bien faire une croix sur tout ce qui pouvait se trouver au centre, dans le vaisseau central de la nef, et une partie des éléments qui se trouvaient également dans le vaisseau central du chœur, enfin dans le chœur liturgique. Ah non. Non. Non, à leur façon. Ah non. Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, maintenant, on creuse de manière méticuleuse. Mais l'archéologie médiévale, c'est une science qui a 40 ans et dont les méthodes ne cessent de s'améliorer, ne cessent de se normaliser. Alors, la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que la normalisation est un progrès ? Une question presque philosophique. En l'occurrence, la réponse est oui, puisque une fouille, comme au XVIIIe siècle, est destructive. Et comme elle est destructive, eh bien, il faut que la collecte des données soit faite de manière rigoureuse et compréhensible par tous les archéologues, de telle manière à ce que les éléments qui vont être détruits soient en fait parfaitement documentés. D'accord ? Mais ce travail de normalisation est récent. Ce sont des personnes encore en activité qui ont rédigé, en archéologie du bâti par exemple, le volume qui fait usage de référence, qui s'appelle Archéologie du bâti pour une harmonisation des regards et des méthodes. Et c'est un livre qui date de la fin des années 90. Et la fouille stratigraphique, je travaille encore avec des personnes qui ont connu l'époque
où on ne fouillait pas de manière stratigraphique, mais avec carroyage. Donc, non, tout ça est très neuf. Mais alors, si on s'intéresse aux pertes dans Paris au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, c'est considérable. Tout Saint-Germain-des-Prés, tous les bijoux mérovingiens de Saint-Germain-des-Prés ont été vendus par un moine de l'abbaye. Son apprenti sur une mort. Bon, voilà, par exemple. Avec l'ouverture de la rue Clovis entre Henri IV et Saint-Étienne-du-Mont, c'est la disparition certainement de tous les vestiges potentiels de la chapelle qui accueillait les rois mérovingiens. Alors, peut-être qu'une bonne partie avait été déjà détruite par les Vikings. En tout cas, il est envisageable que une partie des tombeaux étaient encore en place. Tout ça, ça a disparu. Toujours à Saint-Germain-des-Prés, le cloître côté nord, qui est passionnant. Ma foi, une bonne partie de Saint-Germain a été détruite début 19e. Et c'était, excusez du peu, la chapelle, il y avait à l'intérieur du cloître la chapelle de la Vierge construite par Pierre de Montreuil. On appelait le docteur E.S. Pierre. Bon, au début du 19e siècle, tout ça est parti. Donc non, il ne faut pas être étonné qu'il n'y ait pas eu de fouilles avec grand soin, enfin d'excavation avec grand soin. Toujours est-il que, vous le voyez, c'est essentiellement la partie occidentale que nous connaissons bien Notre-Dame. Cette zone occidentale rentre pleinement dans notre sujet parce qu'on y a trouvé une basilique, je vous le disais, et parce que, comme nous l'avons déjà dit, la cathédrale gothique s'insère dans un projet urbanistique, et donc comprendre le projet urbanistique, c'est comprendre la cathédrale. Alors, durant ces découvertes, enfin durant ces excavations, parfois ces fouilles, on a trouvé des choses extraordinaires, ces colonnes que vous avez dans le frigidarium du musée du Moyen-Âge, les mosaïques dont je vous parlais, alors, qui ont été trouvées en groupe éparse, datées par les spécialistes du 5e siècle, mais également le pilier des nôtres dans une reconstitution que vous voyez à gauche, tout comme différents éléments qui ont été trouvés en haut, antiques, qui ont été trouvés dans ce qu'on appelle la basilique du marché aux fleurs, une basilique certainement civile du 4e siècle, qui est située, qu'on a découvert au moment de la création de liaisons entre les RER A et B, et puis aussi avec le creusement de la ligne 4. Et donc, on a retrouvé dans ces basiliques des éléments en emploi, et voyez la qualité de la sculpture, par exemple. En bas, ce sont des éléments qui ont été découverts lorsqu'on a construit l'actuelle préfecture de police. Donc, on peut tout à fait envisager que si des fouilles étaient réalisées, on trouve des éléments d'une même qualité. Mais il est bien clair que s'intéresser simplement à l'espoir un peu de la découverte sensationnelle qui est belle, c'est mettre ses pas finalement dans les méthodes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et en réalité, l'apport des fouilles a révélé beaucoup plus de Notre-Dame que la simple collecte d'objets qui viendraient garnir agréablement des musées parisiens qui ne sont pas dépourvus quand même. Ces découvertes et le travail très important réalisé sur les textes par plusieurs générations d'historiens ont réussi, nous ont permis d'avoir une idée partielle de l'histoire de l'île de la Cité. Alors quand on parle de l'histoire de l'île de la Cité, rappelons quand même, c'est l'endroit où se situe le palais romain du Bas-Empire, peut-être celui de Julien. C'est là où se situe le palais des rois mérovingiens, certainement, on le sait, du moins on le suppose. C'est là, en tout cas, qui était le palais du roi de France, et qui était la cathédrale. Sans compter les kyrielles de paroisses créées par Maurice de Sully. Donc, quand on parle de l'histoire de l'île de la Cité, c'est pas simplement un îlot médiéval parmi d'autres. C'est celui qui est au cœur de la royauté, en partie mérovingienne, mais aussi capétienne. D'accord ? Donc, les différentes découvertes des niveaux sédimentaires ont permis d'abord, d'un point de vue géomorphologique, de nous donner une idée
intéressante de ce à quoi ressemblait l'île avant qu'elle ne soit l'objet d'une énorme anthropisation. Alors, elle était beaucoup plus petite. Elle était faite de nombreux petits îlots, vous voyez là, qui avaient peu ou prou des formes de parallélogrammes, entre lesquels eh bien, il y avait des chenaux avec un courant relativement difficile à naviguer, certainement. Ça explique la présence des nautes. Il pouvait servir de passage à gué, puisqu'il correspondait à un endroit où le fleuve se rétrécissait. Le courant faisait que les pentes du côté oriental étaient plus abruptes que du côté occidental, où généralement on avait des formes de grève. Alors, connaître la physionomie d'un substrat géologique d'il y a 4000 ou 5000 ans, ça peut faire... ça intéresse évidemment, c'est remarquable, mais parfois le gros de la population ne comprend pas l'investissement, vous voyez, dans ce genre de recherche. Bien, il faut comprendre que le sol de l'île de la Cité est quasiment intégralement anthropique, c'est-à-dire hétérogène, fait de remblai, inconnu, aléatoire. C'est un élément quand même important quand on se lance dans les travaux. Alors, le Paris au Haut-Empire se situe essentiellement sur la rive gauche. Vous savez où est le Forum, au niveau de la rue Soufflot, du Jardin du Luxembourg. L'ensemble des bâtiments civils donc, se situe rive gauche. Et sur l'île de la Cité, il n'y a pas grand-chose à ce moment-là. On sait quand même qu'il y a un pont, qu'il y a un passage. On a supposé longtemps qu'il y avait un oppidum sur l'île de la Cité à l'époque gauloise, mais il n'a jamais été retrouvé. Et a priori, l'hypothèse n'est pas forcément désormais très probante. Toujours est-il qu'on a retrouvé un pont dont les éléments peuvent être datés précisément de 3 après Jésus-Christ. Donc on sait qu'à l'époque augustéenne, l'île de la Cité est déjà un endroit de passage à gué. L'habitat qui s'y trouve est certainement très lâche. Le centre de la ville, c'est la rive gauche. Tout change avec le Bas Empire. On sait que la population migre en grande partie de la rive gauche vers l'île de la Cité, que une bonne partie des bâtiments publics est démantelée. On le sait parce que des blocs qui viennent de ces bâtiments publics ont été retrouvés dans des structures du Bas Empire, notamment dans le fameux rempart que Théodore Wacker a retrouvé au milieu du XIXe siècle et qui a été également découvert plus largement par Michel Fleury dans les années 60. C'est donc durant le Bas Empire que certainement s'organise déjà ce qui va être l'îlot, si on peut dire, de la répartition des pouvoirs et des autorités françaises, entre une partie qui doit être liée à l'Église de l'île de la Cité et une partie au pouvoir royal, impérial puis royal. On sait que, c'est ce que vous voyez sur l'image, un rempart est construit. Il est construit entre 308 et 360, parce que les éléments archéologiques permettent de dire qu'il est lancé après 308, mais il est décrit en 360. Et les découvertes monétaires, notamment du règne de Constantin, laissent supposer que c'est après la moitié du IVe siècle qu'il est construit, avec des éléments remploi, je vous le disais, qui viennent de la rive gauche. Il y a une zone à l'ouest qui doit correspondre au palais, une fameuse basilique qui a été découverte au début du XXe siècle, le cardo principal. Et du côté oriental, du côté de Notre-Dame, eh bien, on ne peut rien dire. En tout cas, un élément important, c'est que ce rempart marque le niveau des berges. D'accord ? Donc, c'est la limite que vous voyez ici, ça correspond aux berges du IVe siècle. D'accord ? Alors, voilà un autre plan. Les données textuelles pour la période allant du IVe au XIIe siècle sont relativement riches, et c'est sur celles-ci que se sont fondés les historiens. C'est ainsi qu'ils ont
interprété la basilique trouvée sous le parvis, qui possède 5 vaisseaux, comme une construction qui est décrite avec lyrisme par le poète Venance Fortunat au milieu du VIe siècle. Je vous en lis la traduction qu'en a donnée Josiane Barbier, Didier Busson et Véronique Soulet. La salle resplendissante s'élève sur des colonnes de marbre, parce qu'elle reste pure, la grâce y est plus grande. Ouverte de baies vitrées, elle capte les premiers rayons du soleil, et par la main de l'artiste, elle a enfermé la lumière du jour sous son faîte. La clarté errante, qui suit la course de l'aurore, emplit ses plafonds lambrissés. Elle scintille de ses propres rayons, et sans l'aide du soleil. Ce sont ces dons immortels que le pieux roi Childebert, mu par un amour hors pair, a fait à son peuple. Voilà une description. Alors, évidemment, on retrouve à sa lecture, on retrouve tout de suite les grands partis paléochrétiens, les 5 vaisseaux, les fenêtres abondantes, certainement avec des murs minces, puisque le tout est couvert d'une charpente lambrissée, et puis on parle du scintillement, donc on imagine des mosaïques, des stucs, peut-être du marbre. Et c'est ce qu'ont considéré toute une génération d'historiens jusqu'à Michel Fleury. Ceci étant, donc dans les années 70, ceci étant posé, puisqu'on a à Paris alors, au VIe siècle, eh bien, une construction d'une telle qualité, eh bien, on essaie de comprendre ce dont elle témoigne. Le fait qu'elle ait 5 vaisseaux, eh bien, ça renvoie toujours aux grands monuments créés par Constantin à Rome. Les monuments les plus prestigieux de la chrétienté. La première cathédrale, Saint-Jean de Latran, la basilique funéraire construite au-dessus de... Enfin, la basilique plutôt mémoriale, construite au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. La grande basilique que vous avez à l'écran, Saint-Paul-hors-les-Murs, construite au-dessus de la tombe de Paul. Ce modèle romain, on le retrouve encore à l'époque du Moyen-Âge central. Et puis, évidemment, ces sentiments, ces miroitements, eh bien, ça nous renvoie aux murs, par exemple, de Ravenne, au milieu du VIe siècle. Voilà, Saint-Apollinaire est une classée. Évidemment, la description est soutenue par les découvertes. 5 vaisseaux, des colonnes de marbre des Pyrénées qu'on a trouvées de manière pléthorique, et puis des mosaïques que vous avez vues. Alors, voilà, par exemple, un des exemples qui est conservé en Europe, en Italie du Nord, de mosaïques paléochrétiennes dans une cathédrale à Aquilée. Voilà donc quels sont les modèles qu'ont nos historiens en tête. Mais alors, si Childebert a construit une telle chose, si romaine, si Clovis a lancé avant lui une basilique commémorative pour Sainte-Geneviève, qui est la basilique Saint-Apôtre, si Childebert lui-même lance près de la tombe de Germain une autre basilique funéraire qui est Saint-Germain-des-Prés, c'est qu'en fait, ce n'est pas Paris, c'est Rome. C'est Rome. Alors, il n'y a qu'à prendre la vie de Saint-Rémy, excusez-moi, qui nous décrit Clovis comme un véritable Constantin. Et à travers cela, c'est plus simplement quelques vieux murs avec une mosaïque et quelques colonnes, mais c'est une image de la royauté française, en fait, la royauté mérovingienne, celle du premier roi, qui s'envoie dessiner. Alors si on ajoute le fait que Clovis était un consul romain, si on reprend les éléments qu'on trouve de la tombe de Childéric, eh bien voilà un portrait qui se dégage du monarque français. Puis de l'autre côté, d'autres altomédiévistes disent au contraire, les Francs sont des Germains. Les Romains étaient une civilisation fatiguée qu'il fallait régénérer, et voilà que les Germains sont arrivés. Bon. Voilà. J'en pense rien du tout. Je lis avec patience les écrits de mes collègues altomédiévistes. Et j'essaye de maîtriser ma période, c'est déjà pas si mal. Seulement voilà, les données archéologiques ont permis de montrer en fait que ces mosaïques que je vous ai montrées, en réalité, elles étaient sous les murs de la basilique retrouvée. Et donc, elles étaient déjà en remploi, ce qui fait qu'elles ne sont pas contemporaines.
Quant aux colonnes, dont nous avons déjà parlé à maintes reprises, eh bien, Josiane Barbier, Didier Busson et Véronique Soulet ont pu montrer qu'en réalité, elles ont été trouvées en dessous des murs de la basilique, ce qui signifie que la basilique est postérieure. Alors, reprenons l'histoire dans l'ordre, parce que après des années de travail, eh bien, les trois auteurs que j'ai déjà souvent cités ont livré un article de synthèse dans La grâce d'une cathédrale. Je vous ai mis les références dans la diapositive précédente pour que vous puissiez lire, parce qu'il est accessible en ligne. Alors, on sait qu'on a un évêque à Paris depuis le milieu du IVe siècle au moins. Si un évêque, il y a une cathédrale. Donc on sait qu'il y a une cathédrale. Où est-elle? On n'en sait rien, puisque les mosaïques que je vous ai montrées datent du 5e siècle certainement, et que donc la basilique qu'on a trouvée est postérieure. Date du 4e siècle. Donc, cette cathédrale est citée une première fois à la fin du 4e siècle dans la vie de Saint-Martin. Donc elle existe physiquement, ça c'est certain. Elle est encore citée au 6e siècle par Childebert, avec une description qui est d'ailleurs la seule. Seulement, est-ce que le bâtiment qui a été retrouvé est l'édifice de Childebert? On voit que les colonnes et les mosaïques n'appartenaient pas à cet édifice-là. Et là, ce sont les données de fouilles qui viennent apporter quelques précisions. Vous le voyez ici, la partie sud de cette basilique, en fait, vient s'appuyer sur le rempart du Bas-Empire. Ce qui signifie que le rempart a été déjà détruit quand cette basilique a été construite. D'accord ? Par ailleurs, cette basilique possède un espace qu'on a interprété à une époque comme un narthex, un espace qui désormais semble relativement grand, et puis elle est pourvue de tours. Et donc, tout ça laisse penser qu'il s'agit en fait d'un édifice carolingien. Un édifice carolingien, parce que les parties occidentales développées datent généralement de cette période-là. Seulement, l'époque carolingienne est relativement troublée à Paris, puisque dès le début du règne de Charles le Chauve, on connaît les premières incursions normandes. Il paraît donc tout à fait improbable de démonter un rempart après 845, sachant que la menace normande est réelle. Donc ça veut dire que le mur a été démantelé avant 845. Et donc, tout laisse penser que si l'édifice date de l'époque carolingienne, c'est du début de l'époque carolingienne, et que donc cette construction relève certainement d'un vœu impérial, parce que l'autorité sur les remparts dans le domaine carolingien relève de l'Empire, relève de l'empereur lui-même. Si bien que cet édifice serait peut-être, à la fin du 8e, début du 9e siècle, construit à la demande de l'empereur. Vous voyez que ceux qui l'ont vu pensaient qu'il était du 6e siècle, on a pensé à une époque qui était du 4e siècle, voilà que maintenant on le met début du 9e siècle. Bon. Quant à... on a longtemps pensé que cet édifice était dédié à Saint-Étienne, mais en réalité, Josiane Barbier, en reprenant les textes de la fin du 7e siècle, a pu montrer que non, cette église n'était pas Saint-Étienne. Saint-Étienne apparaît dans les textes à partir de la fin du 7e, et excusez-moi, c'est en prenant un acte de Charles VI qu'elle a pu montrer qu'en fait, non, Saint-Étienne, c'était pas cet édifice-là. Qu'en réalité, Saint-Étienne devait certainement être cet édifice inconnu de la fin découvert à la fin du 19e siècle dont je vous parlais. Ça nous ferait donc deux édifices, ce qui, à l'époque alto-médiévale, n'a rien de surprenant. Il faut attendre l'époque romane, généralement, pour avoir une cathédrale. Généralement, à l'époque alto-médiévale, on a un groupe cathédral. On peut avoir plusieurs édifices. Alors, la répartition des fonctions entre les édifices, celle-ci, là, ça dépend des cas, et puis il faut pouvoir le déterminer. Bon. Dans une cathédrale, on baptise. Il s'avère que jusqu'en 1748, juste à l'ouest de la façade de la cathédrale actuelle, il y avait une église qui s'appelle Saint-Jean-le-Roux. Alors vous voyez son état du XVIIe siècle ici, par cette copie du XIXe, avec derrière une porte qui était l'entrée du quartier canonial, vous voyez, qui était fermée la nuit, où les femmes n'avaient pas le droit de pénétrer.
où seuls les chanoines et leur domesticité vivaient. Cette église, on le sait par des images qu'on possède d'elle du XVe siècle, eh bien, avait certainement été reconstruite au début du XIIIe siècle. Elle s'appelle Saint-Jean-le-Rond et vous constatez qu'elle n'est pas ronde. Pas ronde. Alors généralement, le terme rond renvoie à une église à plan centré, et la dédicace à Saint-Jean près d'une cathédrale, ça renvoie en fait à un baptistère. Donc, les hypothèses des historiens, c'est que cette église Saint-Jean-le-Rond, en fait, ça soit l'ancien baptistère transformé en paroisse au début du XIIIe siècle pour la domesticité des chanoines qui vivaient dans l'enclos canonial. On aurait donc, en fait, sous les pieds du parvis encore, peut-être, trois édifices du groupe cathédral primitif. Et on se plaît à imaginer des fouilles de la qualité de celles qui ont eu lieu à Genève, qui ont complètement revu la connaissance de l'édifice, mais également la connaissance de l'époque paléochrétienne. Je vous mentionnais un texte du début du XIIe siècle, un acte de Louis VI, qui est une sorte de bornage de terrain, où en gros il remet à l'évêque toute une partie orientale de l'île de la Cité, où il indique en fait des points topographiques qui ont malheureusement disparu, donc c'est pas forcément facile à utiliser. Seulement voilà, il parle d'une ancienne cathédrale en ruine et d'une nouvelle cathédrale. On en déduit donc qu'au début du XIIe siècle, il y avait une nouvelle cathédrale. Et cette ancienne cathédrale en ruine, eh bien, on se plaît à penser qu'en fait, c'est la basilique dont je vous ai parlé. Cette cathédrale romane, eh bien, c'est elle qui a accueilli comme prolongement le portail Sainte-Anne, dont vous voyez que le tympan ici est un réemploi dans la structure gothique. C'est un tympan, alors, on ne serait pas à 1140, 1150 certainement, c'est ce que disent les spécialistes de la sculpture généralement, avec le trumeau dédié à Saint-Marcel, donc qui était réemployé dans la cathédrale du XIIIe, mais qui venait fermer cette église romane, cette église du XIIe siècle, disons, dite neuve au début du XIIe siècle, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'elle existe. D'accord ? Or, elle est très importante, cette église, parce que c'est celle qui précède directement notre cathédrale gothique. C'est elle qui a dû assurer la continuité du culte dont je vous parlais. Donc c'est absolument essentiel, pour bien comprendre le chantier gothique, de savoir où elle se trouve. Essentiel, mais pas seulement. Alors voilà le genre d'informations qui nous manque. Vous voyez, avec un travail méthodique et lent, je vous ai donné tout ce qu'on sait de ces basiliques qui précèdent Notre-Dame. Ça tient sur un texte, sur des données de fouilles qui ont 200 ans, des dessins qui ont 200 ans. C'est des données difficiles à utiliser. Voilà, le trait basique est donné carolingienne en fonction des éléments qu'on possède, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors pourquoi les informations qu'on pourrait trouver en relançant des fouilles sont essentielles pour l'histoire de Notre-Dame, l'histoire de Paris et l'histoire de France? Alors j'ai pris quelques exemples. D'abord, comprendre le groupe épiscopal primitif. Hein, nos trois églises, est-ce qu'elles sont bien trois? Alors, pour cela, il faudrait réouvrir la zone qui est sur le parvis, actuellement libre, et venir reprendre des fouilles. Elle risque d'être un petit peu aride parce que les niveaux de sol ont disparu. Seulement, il y a une technique qui est désormais très au point, qui s'appelle l'OSL, qui permet de dater les mortiers à quelques dizaines d'années près. Alors, quand un édifice est daté diversement suivant la littérature scientifique entre le 4e et le 9e siècle, la foi, quelques examens permettraient assez aisément de réussir à mieux le placer dans le temps. Saint-Jean-le-Rond se situe à l'heure actuelle dans une zone qui est utilisée par qui est contre la façade, une zone qui est libre de toute voiture. C'est l'ancien baptistère, possiblement. D'accord ? Donc il reste l'église du XIIIe siècle à trouver, et en dessous de l'église du XIIIe, certainement toute l'histoire alto-médiévale qui a été figée par cette destruction en 1748. Et puis, à l'angle à l'angle nord-est du transept, cette église trouvée à la fin du XIXe siècle, dont on ne sait rien, et que aujourd'hui nos trois auteurs supposent être
par déduction, et par ce texte du XIIe siècle, l'église Saint-Étienne, c'est-à-dire celle qu'on a prise pour la cathédrale à une époque qui serait peut-être en fait l'église de l'évêque. Bon. Ça serait évidemment passionnant, certainement riche de grandes découvertes, et ça serait très éclairant pour ce qu'étaient les réalités des royautés mérovingiennes et carolingiennes, et également des pouvoirs dans cette zone de l'Europe. Il serait également intéressant, là je montre deux autres zones, très intéressantes de comprendre la cathédrale dite nouvelle, qu'on a cru apercevoir dans le bas-côté nord, qui est peut-être en partie conservé. La fouille des bas-côtés nord et sud serait certainement riche d'enseignements. On sait que le pavement qui a été posé par Viollet-le-Duc repose sur 40 cm de remblai, et il y a, grâce au géoradar on le sait, il y a des structures en place à peu près à 1 mètre de profondeur. Voilà. Bien conservées certainement parce qu'elles résonnent bien. Voilà. Et donc, là, c'est certainement cette cathédrale du XIIe siècle, sa disposition, l'endroit où elle se trouve qui sera important. Et alors pourquoi est-ce important? Ben, c'est important en grande partie pour l'histoire de l'architecture. On va le voir juste après. Alors, une zone qui serait vraiment très intéressante, ça c'est une question d'intuition, hein, mais vraiment, vraiment très intéressante à fouiller, ça serait toute la partie sud, à l'heure actuelle dans le jardin de l'Évêché, contre la Seine. Alors, d'abord parce que, vous le voyez restitué ici, en reliant les quelques moignons de morceaux de rempart du IVe siècle, eh bien, on a retracé celui-ci. D'accord? Donc, ce serait vraiment très, très important de savoir exactement si le rempart existe. Mais suivez mon raisonnement. Si là, nous avons la berge du IVe siècle, eh bien, il s'avère que grâce à des sondages qui ont... Malheureusement, le rapport de fouille n'est pas encore publié. Donc je vous parle de mémoire d'intervention à laquelle j'ai assisté dans un colloque. Il n'y a rien d'écrit dessus pour l'instant. Mais il y a des sondages qui ont été réalisés au moment où on a posé la grue de chantier. Et il s'avère qu'on aurait retrouvé, si ma mémoire est bonne, les berges du Xe, XIe siècle. Donc ce qui signifie que la bande de terre qui est là, la bande de terrain, a été en fait gagnée entre le démantèlement du rempart et le Xe, XIe siècle. Donc, dans une période, 3-4 siècles, figeant les berges et également utilisant beaucoup de remblais. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ces remblais? Bien, à une époque où, je vous le disais, le machinisme n'existe pas, on va au plus près. Donc quand on fait des remblais, quand on fait des remplois, enfin quand on comble une zone, quand en plus c'est avec en gros tous les anciens édifices de l'île qui ont dû y passer. Donc là en dessous vous avez tout le haut Moyen-Âge et peut-être une bonne partie de l'Antiquité de l'île de la Cité qui dort. Bon. La deuxième partie de l'île, on sait qu'elle a été, enfin cette partie de berge là, on sait qu'elle a été remblayée entre le XIe siècle et 1170, parce que le palais épiscopal est construit en 1170, et que donc pour que le palais épiscopal soit là, il faut bien qu'il y ait du terrain. Or là, c'est la berge au XIe. Donc ici, on a un gros remblai qui est fin XIe, XIIe. Et là, on peut penser que c'est la cathédrale romane qui a été utilisée en remploi. Entre autres. Ce serait intéressant. Une cathédrale en kit, ça me plairait beaucoup. Bon. Il serait également très intéressant de comprendre pourquoi notre cathédrale a 5 vaisseaux. C'est très rare. Généralement, 5 vaisseaux, comme je vous le disais, c'est une citation de l'époque, paléo-chrétienne. C'était d'ailleurs l'interprétation qu'on faisait à Alain Brandebourg.
où il pensait qu'en fait les 5 vaisseaux avaient pour vocation en fait à prendre la suite des 5 vaisseaux de la basilique primitive. Seulement voilà, cette basilique primitive, au début du XIIe siècle, elle est dite en ruine. Alors est-ce que les 5 vaisseaux, cette basilique, ont imposé 5 vaisseaux à la basilique romane qui explique le plan si particulier de notre cathédrale actuelle? Ça, tant qu'il nous manque cet édifice qu'on n'arrive même pas à situer, hein, cet édifice du début du XIIe siècle, excusez du peu, il y a quand même un vitrail de Sugère qui le décorait. Oui, c'était un édifice qui a été l'objet de grands soins, hein, si vous voulez. C'était pas un truc, c'était un édifice nouveau, hein, de grande qualité. Donc il serait une nouvelle fois extrêmement intéressant de le comprendre. Et puis, pour revenir à nos 5 vaisseaux, avec la datation de la basilique primitive, bien, il serait véritablement intéressant de savoir si l'image qui s'était imposée de Clovis et de Childebert était complètement fausse ou non. Avec le petit carré rouge que vous indique là dans le square Jean 23, bien, c'est l'histoire du quartier canonial qu'on pourrait éclairer. On arrive à peu près à situer l'église Saint-Denis du Haut-Pas. On sait que les chanoines donc, qui vivaient dans cette zone nord possédaient un cloître. D'accord ? Donc le quartier s'appelle le cloître, mais il y avait aussi un cloître physique. Ça, avec une salle capitulaire qui était à côté. Évidemment, on les a jamais vus. Pourtant, ce sont dans ces parties que ont été rédigés les 30 volumes qui constituent, à l'heure actuelle, les actes capitulaires conservés de Notre-Dame de Paris, qui sont patiemment, depuis maintenant 3 ans, 2 ans, étudiés par une équipe de Pariens. Et c'est, au dire des conservateurs de la BNF, ces volumes étaient quasiment inédits. Hein, c'était tellement riche qu'il y en avait trop. 30 volumes, évidemment, imaginez, en latin. Donc voilà, ça, la connaissance du quartier canonial, de ses réalités, des sépultures qui devaient s'y trouver, eh bien, tout cela, avec une fouille dans le square, puisque tout cela va être, toute cette partie de l'île va être réaménagée certainement, eh bien, voilà ce que ça pourrait apporter. La connaissance de la vie pratique, matérielle, de notre communauté canoniale, qui, excusez du peu, était la meilleure extraction généralement des grands intellectuels, enfin, la fine fleur du Paris du XIIe, XIVe siècle. Des fouilles permettraient aussi de comprendre la chronologie de la cathédrale, de l'édifice, qui est en réalité beaucoup plus heurtée que le plan à l'heure actuelle que l'on propose. Pour fréquenter assidûment les échafaudages dans le cadre du chantier CNRS Ministère de la Culture, pour vous dire que le plan qui est donné ici, le plan phasé de la construction, en fait, correspond à ce qu'on peut voir au sol. Dès lors qu'on monte dans l'édifice, on se rend compte que la chronologie est bien plus compliquée. Généralement, les chronologies complexes de grands édifices gothiques, bien, ça relève des aléas, des vicissitudes de chantier, des grands problèmes, mais ce n'est pas le cas à Notre-Dame. L'argent ruisselle, hein, ce début du XIIIe siècle à Paris. Donc, ce chantier qui, dans les parties hautes, on est en train de poser la chronologie relative, et après absolue. Mais notamment, en travaillant sur l'arc-doubleau qui s'est effondré, on peut dire qu'il date certainement des années 1220. Donc, pendant une quarantaine d'années, vous voyez, la travée orientale, la partie orientale de la nef sont certainement restées découvertes. Alors pourquoi on a un chantier qui est compliqué, alors qu'en fait, tous les étoiles semblent alignées? Peut-être parce qu'il faut encore faire appel à cette fameuse question de la continuité du culte. Où est cet édifice roman? Diable. Voilà. Et puis, il serait aussi passionnant de comprendre matériellement la vie du chœur gothique. Ce chœur gothique, la vie des chanoines dans l'édifice est particulièrement bien documentée. Le dernier ouvrage de Dany Sandron, qui est consacré à cela, le montre tout à fait. Seulement, on sait que dans ce chœur, il y a de nombreuses inhumations, notamment d'évêques. On sait que la place de ces inhumations sont pas choisies au hasard, et que ces tombes jouent un rôle important dans la vie des chanoines et dans la liturgie. Cette compréhension intime de ces espaces serait évidemment nettement améliorée par la réalisation de fouilles. Puis bon, comprendre cette fameuse abside de Viollet-le-Duc, ça serait également très intéressant.
éclairer aussi, et on va le voir, les diverses fondations qui se situent sous les piles. Généralement, quand on soulève les aménagements qui ont été faits au XVIIIe siècle dans une cathédrale, les découvertes sont remarquables. Parce que, il faut savoir que la plupart des chœurs des cathédrales gothiques sont réaménagés au XVIIIe siècle, voire au milieu du XVIIIe siècle. Que le mobilier liturgique médiéval, a été consacré, donc on ne va pas le mettre au rebut, on ne va pas le jeter. Donc généralement, il est conservé, mais il sert de remblai, de remploi. C'est ainsi que, en début du XXe siècle, 1919 pour être précis, lorsque l'on a réaménagé le chœur de la cathédrale de Noyon, on a retrouvé le jubé du début du XIVe siècle. C'est ce que vous avez à l'écran. Récemment, lorsqu'on a gratté la couche de blanc sur les voûtes de la cathédrale de Poitiers, on a retrouvé des anges énormes. Je vous invite à aller voir ce à quoi ressemble désormais la cathédrale de Poitiers, alors que sa polychromie XIVe est désormais observable. À Angers, derrière les lambris du milieu du XVIIIe siècle, c'est tout un cycle peint magnifiquement consacré du milieu du XIIIe siècle qui est visible. À Amiens, lorsqu'on peut passer derrière les lambris des années 1760, on retrouve tous les aménagements primitifs des chapelles latérales, peintes avec les enfeux, avec les chapiteaux, tout est en place. Tout. Si vous avez en tête le très très beau portail de Saint-Denis du bras sud du transept, avec ses fleurs qui sont absolument merveilleuses, du milieu du XIIIe siècle, ces roses qui sont une beauté étourdissante, ça a été conservé parce qu'il a été caché au XVIIIe siècle, donc il a passé la Révolution sans entrave. Bon, donc, allez voir ce qu'il y a sous le vœu de Louis XIII, si vous voulez. Je ne m'engagerai pas sur le fait que ça sera une garantie de succès, mais tout de même. De manière quand même plus pragmatique, parce que le chantier, vous le savez, a des besoins impérieux. Le besoin impérieux, c'est de restaurer au mieux la cathédrale, c'est de respecter également des délais qui sont courts. Avoir terminé le gros de l'ouvrage en 2024. Bon. Et donc, c'est vrai que toutes ces notions que j'ai évoquées, qui peuvent presque rejoindre des préoccupations de poète, en fait, elles cachent d'autres réalités. Revenons au remblai dont je vous parlais. Tous les bas-côtés, et là c'est là que ma formation d'ingénieur va rentrer en ligne de compte, toute la partie méridionale de l'édifice, si on en croit le tracé antique que l'on pense connaître sous la cathédrale parce qu'on ne l'a jamais vu, eh bien, tout ce bas-côté sud est construit sur des remblais, dont on ne connaît pas les fondations. On ne sait pas s'ils sont homogènes ou hétérogènes, on ne connaît pas leur capacité de portance, on ne connaît pas leur porosité, donc on ne connaît rien d'eux. Il faut savoir que sur l'île de la Cité, il y a déjà eu, en termes de fondation, des véritables désordres. Lorsque Place Dauphine, est-ce qu'il y avait un lien de cause à effet? On ne sait pas, mais il y a une trentaine d'années, il y a eu de larges travaux en face du palais de justice, et bien corrélativement, en lien ou non, il y a eu des tassements différentiels dans les immeubles du XVIIe. À Nivelles, au milieu du XIXe siècle, lorsqu'on a remonté, lorsqu'on a exaucé la tour de l'édifice, le sol était en fait en limite de portance, on a déstabilisé l'intégralité du vaisseau. A tourné, alors que l'édifice était en bon état, suite à la tempête de 99, des charges maximales admissibles par le sol ont été dépassées. Et depuis, la cathédrale a été étayée de partout. Je peux vous dire que les restaurateurs belges, qui sont réputés, se posent bien des questions sur la manière dont ils vont réussir à sauver ce chef-d'œuvre qu'est la cathédrale de Tournai. Je ne prétends absolument pas que le sous-sol de Notre-Dame est problématique. Par contre, j'affirme qu'il est inconnu. Et que ça,
C'est problématique. C'est problématique d'autant plus que la résistance d'un sol dépend énormément de sa saturation en eau. Or, dans des systèmes à nappe libre, comme on a évidemment dans les terrains sédimentaires, ici, il n'y a pas de grandes couches argileuses, c'est généralement le niveau de la Seine qui donne le niveau du cours d'eau, qui donne le niveau de la nappe phréatique. On nous annonce un réchauffement climatique de plus de 4 degrés, si rien ne change, avec des bouleversements majeurs dont on ne sait prévoir ce que sera véritablement l'hygrométrie d'ici une quarantaine d'années. Les murs ont été chahutés, si on peut dire, par la catastrophe du 15 avril 2019. Qu'en est-il de la réalité mécanique avec cet inconnu? Alors, pour les murs, les meilleurs ingénieurs, pour l'instant, s'y affairent. Il faut vous dire que les structures de Notre-Dame sont minces. Les voûtes sont 13 ou 14 cm, c'est extrêmement peu. Les murs, actuellement, on a la chance de pouvoir passer par les fenêtres. Minceur, c'est incroyable. Les premiers calculs qui sont réalisés par les universitaires laissent penser que les coefficients de sécurité qu'on a à la cathédrale de Chartres, énorme, cathédrale de Chartres, rien ne bouge, la situation n'est pas la même à Notre-Dame. Bon. Donc, connaître la nature exacte des fondations et les capacités du sol, pour la restauration, c'est quelque chose d'important, me semble-t-il. D'autant plus qu'il y a des appels d'offres, on va remettre une toiture, on va remettre une flèche. Les architectes et les ingénieurs qui vont concevoir ces structures contemporaines ont besoin, évidemment, pour pouvoir faire un bon projet, de pouvoir de pouvoir travailler avec des, non pas des certitudes, mais au moins des garanties. Donc ça, c'est un élément qui est, à mon avis, extrêmement important. Alors, quant à l'ordre du chantier que j'évoquais tout à l'heure, il est important aussi pour la résistance, parce que quand vous avez un chantier qui a un phasage heurté, eh bien vous pouvez avoir des changements de matériaux, des changements de mortier, des changements de pratique, et donc des résistances qui sont différentes. Alors, la simple observation et les tests mécaniques permettent de passer outre les questions historiques. Mais les deux peuvent très largement être menés de concert. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, des fouilles seraient véritablement souhaitables, et les archéologues, notamment dans le monde préventif, ont réussi à développer des techniques pour s'adapter aux réalités des chantiers qui ont besoin d'être menés de manière énergique et déterminée. Les découvertes qu'on pourrait faire seraient, à mon avis, absolument remarquables, et les besoins du chantier, les besoins des ingénieurs pour ce qui concerne les renseignements que j'évoquais, eh bien, sont réels. Lorsqu'on prend la politique des services régionaux d'archéologie, qu'impose-t-il pour que des fouilles soient réalisées? Il impose d'abord, et c'est bien logique, qu'avant d'aller creuser et détruire, parce que creuser, c'est détruire. C'est-à-dire, pour lire le livre, il faut le brûler. D'accord? On a intérêt à bien le lire. Et puis à savoir après bien le restituer. Les services régionaux d'archéologie imposent que l'on ait fait le tour de toutes les méthodes autres. Compte tenu du nombre de travaux d'historiens du passé et en cours, on peut dire, je pense, que ils ont vraiment utilisé quasiment tout ce qu'ils avaient à leur disposition. On impose également une nécessité ou un intérêt important pour justifier cette destruction et les moyens engagés. Je crois que les enjeux du chantier le méritent. On impose
que les compétences de l'archéologue soient vérifiées. Je ne doute pas qu'en France, compte tenu de l'intérêt de ce chantier, on trouvera des archéologues compétents pour mener diverses fouilles à Notre-Dame. Et puis, surtout, on peut dire par chance et par bonheur, on peut l'espérer, nous ne reverrons plus jamais notre cathédrale fermée. Et donc cette situation qui, évidemment, est particulièrement embarrassante pour les Parisiens et les touristes, eh bien, c'est aussi une aubaine qui, certainement, ne se reproduira jamais. Ou du moins, pas avant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, je pense qu'on peut émettre le souhait sincère que des fouilles soient menées. Vous voyez qu'on peut en faire à l'intérieur, on peut en faire à l'extérieur. Les archéologues ont largement de quoi s'occuper sans perturber les personnes qui restaurent l'édifice. Je vous remercie. Alors, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y a eu des géoradars justement pour pouvoir comment dire, déterminer un peu la nature du terrain, des vestiges, mais aussi, comment dire, du sous-sol, et des investigations dans lesquelles les moyens très conséquents ont été mis, puisque vraiment tous les matériels de pointe ont été utilisés. Dès qu'il y a eu besoin de creuser et de détruire pour fonder la grue de chantier, il y a eu une fouille préventive. Lorsqu'à la croisée, des vestiges intéressants sont apparus, il y a eu une fouille de sauvetage. Le SRA est extrêmement présent sur le chantier, extrêmement réactif. Donc, à chaque fois que cela s'impose, eh bien, il y a des fouilles qui sont menées. Maintenant, là, vous voyez, moi je pense que dans la zone sud, ça serait vraiment très bien qu'il y ait des fouilles. Pourquoi je vous avais mis d'ailleurs le plan de la zone nord, c'est que vous voyez, sur la zone nord, la partie nord de la cathédrale, on se situe sur l'îlot primitif. Donc ça veut dire que non seulement il y a une partie sud dont on ne connaît pas vraiment la nature du sous-sol, mais en plus, il y a des grandes chances qu'elle soit très différente du côté nord. Donc ça peut créer des phénomènes qu'on appelle de tassement différentiel. Bon. Mais là, vous voyez, par exemple, fouiller dans le chevet côté nord, ça relève de l'intérêt historique, intellectuel, l'aubaine. Et donc là, on ne peut pas arguer d'une impérieuse nécessité de la restauration. Donc, il n'empêche que l'occasion est quand même trop belle. Et les archéologues savent s'adapter pour pas gêner. Parce que c'est vrai qu'il y a un chantier à mener quand même. Et pas n'importe quel chantier. Non, parce qu'il repose sur ses fondations et qu'on ne fouille pas en dessous des fondations. Alors, il repose pas sur le monument ne repose pas sur les terrains superficiels qu'on fouille. Ça, c'est très clair. Donc non, la fouille ne déstabilise pas le monument. La fouille doit être bien. La fouille oblitère une zone du monument. Donc, les archéologues doivent penser leur travail de telle manière à ne pas venir perturber le chantier. Ça, c'est une chose importante, et ils doivent veiller à ce que toutes les données soient bien enregistrées, mais les archéologues qu'on fait intervenir dans ce genre de chantier, généralement, il n'y a pas de problème, ils savent faire. Non, mais par contre, d'un point de vue structurel, les recherches archéologiques ne posent pas de soucis. Hélène, que tu sois... Quel est le souci, puisque vous nous dites que finalement vous avez réponse à peu près à toutes les objections. Donc, qu'est-ce qui l'empêche? C'est économique, c'est politique, la peur de ne pas tenir les délais, c'est quoi? Je pense que c'est ni économique ni politique, et il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de fouilles, mais je pense que l'établissement public a le souci de respecter la feuille de route qui lui a été donnée, et que donc, comme cette feuille de route lui a été donnée, eh bien, il fait en sorte de mettre tous les moyens de son côté pour qu'elle soit maîtrisée. Voilà. Et oui. Oui, mais
Merci beaucoup de cet exposé vraiment très documenté. Vous avez évoqué vos études d'ingénieur et en même temps vous nous parlez des fouilles. Mais est-ce qu'il y a eu des études, enfin je pensais par exemple à ce que vous nous disiez sur le réchauffement climatique, donc peut-être la baisse de la nappe phréatique. Est-ce que, enfin je ne connais pas bien les termes techniques, mais il n'y a pas de la sismographie ou des choses comme ça qui sont faites sans forcément nécessiter des fouilles, qui sont non invasives et qui permettent de connaître un peu ce qu'il y a dessous la cathédrale actuelle? On peut faire, bien sûr, on peut faire. Si vous achetez un terrain à bâtir, vous pouvez très bien faire des sondages à l'intérieur. Le problème, c'est que là, les sondages à l'intérieur, vous avez commencé par percer les niveaux archéologiques. Donc là, comment dire, on ne va pas casser volontairement des niveaux archéologiques. Ah non. Alors là, tout ce qui était faisable en prospection a été fait. Ça, alors, il faut savoir que la prospection, vous émettez des ondes et vous regardez les réponses que vous obtenez. En fait, en fonction des matériaux présents, vous obtenez des réponses diverses. Parfois, vous n'obtenez pas de réponse du tout. Il y a des matériaux qui se prêtent très bien à des réponses et d'autres non. Notamment, il y a des zones qui sont a priori argileuses. J'ai eu le rapport de Guillaume Hulin, des zones qui ne peuvent pas être sondées. Puis il y a aussi des limites techniques. Par exemple, vous voyez, dans la zone du cœur, des emmarchements. C'est une zone qui est beaucoup plus surélevée que les autres. Nécessairement, si vous voulez, plus les ondes pénètrent profondément, et moins le résultat est précis, perd en précision. Donc, alors, très honnêtement, je ne suis pas spécialiste de géophysique, mais de ce que j'ai pu voir de ce qu'a réalisé l'INRAP, tout ce qu'on pouvait faire en prospection a été fait. Et alors, le problème, si vous voulez, venons un petit peu sur la question du changement climatique, parce que quelque chose, un peu mon sentiment, que disait grand prix Nobel Kassler, Prigogine est traduit par Kassler, donner une définition de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? L'énergie, c'est la capacité à évoluer. Plus un système a de l'énergie, et c'est le cas lorsque il y a l'effet de serre, plus il a une capacité à évoluer. Donc plus il devient instable. Plus il devient instable, plus il devient incertain. Et c'est là tout le problème du changement climatique. C'est l'incertitude, en réalité. On veut s'engager sur 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, mais à chaque fois que vous ajoutez de l'énergie dans le système, à chaque fois vous lui donnez de la capacité à être instable. Donc, comment dire, l'incertitude se rajoutant à l'incertitude, il y a des chercheurs qui se proposent de s'intéresser à l'effet de l'augmentation de température sur les matériaux à 30, 40, 50 ans, en fonction des différentes hypothèses qu'on a à notre disposition. Ça reste prospectif. Et en tout cas, plus on a de données et plus on a de chances d'arriver à une réponse moins éloignée de la réalité. Alors, il y a aussi je me pose une question même, donc et je me remercie de me l'avoir posée. Il y a aussi une question qu'on néglige. C'est l'effet anthropique depuis des centaines d'années sur le climat. Moi, en Bretagne, je suis parti d'un groupe de recherche où c'est clairement montré. Souvent, on pense que le climat, le changement climatique commence avec l'industrie. En réalité, les effets anthropiques existent de longue date. Bon. Nous, on travaille à l'université sur des sédiments et on arrive à retrouver le climat sur 2000 ans, de manière précise, dans une zone très précise également. C'est ainsi qu'on se rend compte que quand les Romains partent, il y a des forêts. Avant, il n'y en avait plus. Quand les Romains arrivent, très rapidement, il n'y a plus de forêt. Je veux dire, c'est une modification majeure. On se rend compte que les pollutions de la rade de Brest, au plomb en tout cas, une bonne partie date de l'époque moderne en réalité. Elles sont restées dans le milieu parce qu'il y avait des mines de plomb en Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, les questions en fait de climat méritent évidemment d'être mesurées à grande échelle, mais aussi
des échelles très précises, très locales. Or, avec nos remblais qui sont venus systématiquement figer des berges à une date donnée, des berges dans lesquelles il y a des pieux, des bois qui sont très anciens, il y a des pollens. C'est en fait l'histoire d'un écosystème sur 1500-2000 ans que vous pouvez restituer. Alors, il y a d'autres endroits de la Seine, à 20 à 30 km, où vous pouvez aussi certainement le faire. Mais les données locales seront de plus en plus intéressantes. Alors, l'établissement public a un service communication très, très efficace qui diffuse énormément d'informations. Nous-mêmes, dans l'association des scientifiques, nous diffusons des informations scientifiques quand on a, mais les publications à l'heure actuelle sont extrêmement nombreuses et la presse est très réceptive. Donc les découvertes sont très rapidement un écho dans les journaux, dans la presse. Voilà. Et quant au projet, quant à sa direction, évidemment, tout évolue au jour le jour en fonction des réalités.